Un char coupé de toute communication dans un combat moderne est comme un éléphant aveugle dans un magasin de porcelaine. Il se fait abattre comme à l'exercice. C'est précisément ce qui attendait le 8e bataillon de chars. Ils avaient été poussés dans une fosse acoustique. Les Allemands leur avaient coupé l'ouïe, la vue et toute possibilité d'appeler à l'aide. C'était une exécution à l'aveugle. Au quartier général, les officiers buvaient déjà de l'alcool, portant un toast à la mémoire des tankistes encore en vie. Mais au lieu des cris d'agonie, un silence effrayant et surnaturel s'installa sur les ondes. Et puis l'enfer se déchaîna. Mais pas pour les nôtres. Dans ce récit, vous découvrirez comment un homme a brisé la défense allemande, réputée imprenable, sans tirer un seul coup de feu. Vous verrez de quoi est capable le cerveau humain lorsqu'il est acculé par la peur de la mort. Et vous apprendrez la terrible vérité sur le prix physique, en douleur pure, d'une liaison ininterrompue lorsque la technique fait défaut. Cette méthode ne figure pas dans les manuels d'histoire officiels. Elle était trop barbare, trop sanglante pour l'opérateur, et bien trop efficace. Qu'est-ce qui a poussé les Allemands à fuir en panique face à des fantômes? La réponse vous choquera par sa géniale simplicité. Un T-34 brûle à l'horizon. Une fumée noire monte à la verticale, déchirant le ciel glacial. Ce n'est pas une image héroïque. C'est le résultat d'une défaillance technique. L'équipage n'a pas péri en duel. L'équipage a brûlé vif parce que le conducteur mécanicien n'a pas entendu l'ordre de repli. Dans les écouteurs de son casque, au lieu de la voix du commandant, il n'y avait qu'un crépitement régulier et dense, un bruit blanc, un mur d'éther. Le char était aveugle et sourd. C'est un cercueil sur chenille qui continue d'avancer par inertie, jusqu'à ce qu'un obus perforant le transforme en un tas de métal en fusion. Janvier 1943. Le 8e bataillon de chars est pris en étau. Mais ce n'est pas un simple encerclement par l'infanterie ou l'artillerie. C'est un chaudron radioélectronique. Sur le papier, nous avons une liaison. Dans la réalité, nous n'avons que des boîtes coûteuses et inutiles remplies de lampes. Le système allemand de guerre électronique fonctionne impeccablement. C'est un mécanisme d'étranglement parfait. Il ne crée pas simplement des interférences. Il sature l'éther avec une densité de 100%. Les ondes radio meurent sans parcourir 100 mètres. C'est une cécité acoustique. Dans le bunker du bataillon règne une odeur de tabac rance, de corps sales et d'isolant brûlé. Le gel pénètre même ici, profondément sous terre. La température extérieure descend en dessous de 30 degrés Celsius. Le froid rend l'air sonore et dense, mais pour la liaison radio, cela n'a aucune importance. Le major Voronenkov se tient au-dessus de la carte. Ses doigts, noircis par la suie et l'huile, serrent le crayon à en faire craquer le bois. Il regarde le radiotélégraphiste. Son regard est lourd. Le regard d'un homme qui envoie des gens à la mort sans pouvoir les arrêter. Rapport. La voix du major est rauque. Ce n'est pas une question. C'est l'exigence d'un miracle. Le radio, un tout jeune gars, est assis devant le poste 71 TK3. Le poste 71. Une machine fiable. En théorie. Pour l'instant, elle bourdonne comme une ruche en colère. Le gars tourne le vernier de réglage. Lentement. Millimètre par millimètre. Il cherche une brèche. Il cherche ne serait-ce qu'une étroite fissure dans ce mur de bruit. Mais l'aiguille de l'indicateur reste inerte, comme un poids mort. L'éther est saturé, camarade major. Le radio arrache son casque. Sur ses tempes, des marques rouges témoignent de la pression. Un hurlement continue. Les Allemands changent de fréquence toutes les 10 minutes. Je ne peux pas percer, ni sur la principale, ni sur la réserve. Voronenkov frappe du poing sur la table. La carte sursaute.
Ça veut dire quoi? Je ne peux pas. Le 3e peloton se met à découvert pour un tir direct. Ils doivent partir sur le flanc. S'ils vont tout droit, ils se feront descendre comme au stand de tir. La liaison! Donne-moi une liaison, fils de pute! Le radio remet son casque. Son visage est gris. Il connaît les statistiques. Au cours des 2 dernières semaines, le bataillon a perdu 7 chars, 7 machines, 28 tankistes, plus les troupes de débarquement sur le blindage. Au total, 52 hommes. 52 avis de décès qu'il faudra rédiger. Et tous sont morts, non pas à cause d'une erreur tactique. Ils sont morts à cause du silence. La perte de liaison dans un combat moderne, c'est l'amputation d'un membre. Vous donnez un ordre, mais le bras ne bouge pas. Une compagnie de chars sans coordination se transforme en un troupeau d'éléphants aveugles. Ils se gênent les uns les autres. Ils obstruent leurs secteurs de tir respectifs. Ils deviennent une proie facile pour l'artillerie anti-char ennemie qui travaille avec précision, par carré. Les pointeurs allemands nous voient. Nous ne les entendons pas. Un nouveau craquement dans le haut-parleur. Ce n'est pas une voix, c'est une décharge statique qui frappe les tympans comme une aiguille. Le radio grimace, mais n'enlève pas son casque. Il écoute le chaos. Il essaie de pêcher dans cet océan d'ordures électroniques un rythme, un mot, n'importe quoi d'humain. Inutile. Les générateurs de brouillage allemands fonctionnent sur une large bande. Ils recouvrent les fréquences par couche. Ce n'est pas un bruit chaotique. C'est un mur de son, mathématiquement calculé par les ingénieurs de Telefunken. Dehors, on entend des explosions. La terre tremble, et de la poussière gelée tombe du plafond du bunker. Elle se dépose sur les cartes, sur les épaules, sur la radio inutile. L'artillerie ennemie commence son réglage de tir. Ils savent où nous sommes. Et nous ne pouvons même pas corriger le tir de riposte, car les batteries sont muettes. Les signaleurs courent dans les tranchées, essayant de rétablir la ligne filaire. Mais les fils sont coupés par les éclats plus vite qu'ils n'ont le temps de les rabouturer. Les explosions tombent de plus en plus près. Voronenkov se détourne du radio. Il s'approche de l'embrasure d'observation. Aux jumelles, on voit un panthère manœuvrer sur le flanc. Il avance avec arrogance, à découvert. Il sait que les chars russes ne répondront pas par une frappe coordonnée. Ils riposteront isolément. Et ils mourront isolément. Le major voit le départ du coup. 1 seconde plus tard, quelque part sur la droite, une colonne de feu s'élève. Le 8e char. Encore 4 hommes. C'est une exécution, dit-il doucement. Simplement une exécution à l'aveugle. Nous sommes ici comme des cibles sur un polygone. Dans un coin du bunker, dans l'ombre, est assis le sergent subalterne Ivan Demidov. Il ne regarde pas la carte. Il regarde la radio. Ce n'est pas un officier, c'est un technicien. Dans ses yeux, il n'y a pas de panique, seulement un calcul froid et de la colère. De la colère contre la ferraille qui ne fonctionne pas. Il écoute ce hurlement différemment. Pour le major, c'est le bruit de la défaite. Pour Demidov, c'est un phénomène physique. Des oscillations du champ électromagnétique. Amplitude, fréquence. Il comprend que lutter contre la station de guerre électronique allemande avec cette radio revient à essayer de couvrir le bruit d'une turbine d'avion en chuchotant. Il faut une autre solution. Une solution analogique à un problème numérique. Demidov ferme les yeux. Il imagine le champ de bataille non pas comme une carte avec des flèches rouges et bleues, mais comme un espace rempli d'ondes. Les ondes radio sont mortes ici. Elles s'enlurent dans les interférences allemandes comme des mouches dans la résine. Mais l'air est toujours là. L'air glacial et dense de janvier 1943.
Le son, dans un tel environnement, se propage plus vite et plus nettement. La vitesse du son à -30 change, mais la physique des ondes élastiques reste immuable. Si le canal électromagnétique est bloqué, alors il faut utiliser le canal acoustique. « Camarade Major !» La voix de Demidov est calme mais ferme, tranchant l'hystérie du moment. « La radio ne marchera pas. Les Allemands nous écrasent par leur puissance. Ils ont des générateurs sur des camions, et nous avons des batteries qui s'épuisent dans le froid. Nous ne percerons pas ce dôme. » Voronenkov se retourne brusquement. « Et qu'est-ce que tu proposes, sergent? Agiter des drapeaux ou lancer des pigeons voyageurs sous les éclats? Non, on ne voit pas les drapeaux dans la fumée. Les pigeons crèveront de commotion. Il nous faut un signal qui traversera n'importe quel bruit. Un signal qui perce le blindage. Une impulsion basse fréquence. » Le major le regarde comme un fou. Autour, les obus explosent, les gens meurent, et le sergent parle de physique. Mais dans ce regard, il y a autre chose. Du désespoir. La volonté de s'accrocher à n'importe quelle paille, même si elle ressemble à du délire. « Tu as 5 minutes, Demidov », lance le major. « Si tu n'inventes pas comment transmettre l'ordre au 3e peloton, je t'envoie personnellement là-bas à pied, avec le paquet entre les dents. » Demidov hoche la tête. Il sait qu'il n'y a pas de temps. Chaque seconde de retard ne se mesure pas au tic-tac d'une horloge, mais aux impacts des obus allemands sur notre blindage. Il se lève et s'approche de la sortie du bunker. Dehors, c'est l'enfer. Grincement de métal, hurlement des mines, rugissement des moteurs. Tout cela se fond en une cacophonie de mort. Mais Demidov cherche un autre son. Un son qui n'est pas là, mais qui devrait l'être. Un son qui deviendra un ordre. Il regarde en direction du village détruit de Korovkina. Là-bas, parmi les carcasses noires des ibas, ne se dresse qu'un seul bâtiment intact, le clocher. À moitié détruit, avec un trou d'obus sur le flanc. Mais sous la voûte, quelque chose de sombre se dessine, lourd, métallique. L'idée vient instantanément. Ce n'est pas une illumination, c'est un déclic d'ingénieur. La connexion de 2 contacts dans le cerveau. La radio, c'est la transmission d'informations par des oscillations. La cloche, c'est la transmission d'informations par des oscillations. La différence réside seulement dans le support. Si l'éther est mort, l'air doit parler. Et c'est ici qu'intervient la physique. La physique cruelle et sans compromis de la guerre. Le sergent subalterne Ivan Demidov n'entend pas la guerre au sens habituel. Pour l'infanterie, la guerre est le sifflement des balles et le fracas des explosions. Pour Demidov, la guerre est un spectrogramme. Il est assis dans un coin du bunker, les genoux serrés contre la poitrine, et fixe un point sur le mur d'argile. Il a 23 ans, mais son appareil auditif est usé comme celui d'un opérateur de laminoir de 50 ans. Sa spécialité n'est pas le tir. Sa spécialité est l'acoustique. Avant la guerre, il réglait l'équipement sonore dans les cinémas. Il sait comment le son se reflète sur les murs, comment il est amorti par le velours des coulisses, et comment il résonne dans les salles vides. Maintenant, cette compétence est la seule arme qui ne s'est pas enrayée. Il ferme les yeux. Le canal d'information visuelle est bloqué par la pénombre du bunker, alors le cerveau bascule toutes ses ressources sur l'analyse auditive. Dans le casque qu'il a retiré, mais qui continue de vibrer sur la table, le brouilleur allemand pulse. Ce n'est pas juste du bruit. Demidov le décompose en éléments. Les Allemands utilisent des générateurs de brouillage à large bande. Le principe de fonctionnement est simple et efficace, comme une guillotine.
Il couvre toute la gamme de fréquences sur laquelle fonctionnent nos radios 71 TK3. C'est de 4 à 5,6 MHz. La densité du bruit est telle que le signal utile s'y noie simplement. L'amplitude de l'interférence dépasse l'amplitude du signal des dizaines de fois. C'est la physique de la suppression. Si l'on imagine l'éther comme une feuille de papier blanc, alors la station de guerre électronique allemande y déverse un seau d'encre noire. Écrire quelque chose par-dessus est impossible. La lampe radio à la sortie de l'émetteur chauffe à blanc, essayant de pousser le signal, mais l'onde électromagnétique se brise contre un mur de bruit blanc. L'éther est mort. Demidov analyse la situation froidement, sans émotion. La panique, c'est pour ceux qui ne comprennent pas la mécanique du processus. Dans sa tête, fonctionne un processeur de calcul. Données d'entrée. Premièrement, le canal de communication électromagnétique est bloqué. Les tentatives de changer de fréquence sont inutiles. Les opérateurs allemands scannent l'éther et réajustent instantanément les générateurs. Le temps de réaction est de quelques secondes. Deuxièmement, le canal de communication optique est absent. La fumée des chars en feu et la neige soulevée par les explosions créent un rideau impénétrable. Visibilité inférieure à 50 mètres. Troisièmement, la liaison filaire est détruite. Un champ d'éclat d'une telle densité coupe le câble toutes les 5 minutes. Conclusion, les moyens techniques de communication du XXe siècle sont hors service. Nous sommes renvoyés à l'âge de pierre. Mais à l'âge de pierre, les hommes faisaient aussi la guerre, et ils s'entendaient les uns les autres. Demidov déplace son regard vers ses mains. Elles tremblent. Ce n'est pas la peur. C'est la vibration d'une explosion proche d'un obus de 105 mm. L'onde de choc a traversé le sol, traversé les rondins du toit et frappé le corps. Stop. Demidov se fige. La pensée ne vient pas comme une illumination, mais comme le clic sec d'un relais. L'onde de choc est passée. Les Allemands peuvent brouiller la fréquence radio. Ils peuvent mettre un écran de fumée. Mais ils ne peuvent pas annuler les lois de propagation du son dans un milieu élastique. Ils ne peuvent pas brouiller l'air lui-même. Ils commencent à calculer. La température de l'air à l'extérieur est de moins 30 degrés Celsius. L'air froid est plus dense que l'air chaud. Les molécules de gaz sont plus proches les unes des autres. Dans un tel environnement, le coefficient d'atténuation de l'onde sonore diminue. Le son vole plus vite et plus loin. La vitesse du son à une telle température est d'environ 315 mètres par seconde. C'est plus lent que l'onde radio, qui vole à la vitesse de la lumière. Mais l'onde radio meurt dès les premiers mètres, tandis que l'onde sonore dans l'air glacial est un objet solide, physique. L'anatomie de l'ouïe fonctionne ainsi. Le tympan capte les oscillations de l'air, les transmet au marteau, à l'enclume et à l'étrier. L'impulsion mécanique se transforme en impulsion nerveuse. Pour que le mécanicien conducteur du char entende un ordre à travers le rugissement du moteur diesel V12, il faut un signal d'une puissance extrême. Le moteur du char émet un bruit d'environ 110 décibels. La canonnade d'artillerie en ajoute encore 130. Pour percer cet enfer acoustique, la source sonore doit émettre un signal sec, impulsionnel, sur une fréquence différente du bourdonnement grave des moteurs et du fracas des explosions. La voix humaine est ici impuissante. Le cri du commandant, c'est seulement 90 décibels. C'est un chuchotement dans un ouragan. Une sirène? Il n'y a pas d'électricité. Un clairon? Un ton trop aigu? Il s'enliserait dans le grondement basse fréquence du combat. Il faut un générateur d'ondes sonores. Puissant, mécanique, autonome. Demidov sent les engrenages se mettre en place dans sa tête. Il a besoin d'un instrument capable de créer une résonance, une impulsion basse fréquence qui sera ressentie non seulement par les oreilles, mais aussi par le diaphragme. Un son qui frappera le blindage du char
et le fera vibrer. Il se souvient de ses manuels de physique. Résonance, oscillation libre. Bronze. Le bronze est un matériau acoustique idéal. Haute densité, élasticité. Au choc, le réseau cristallin du métal commence à vibrer, créant une onde pure et longue. Cette onde ne porte pas d'informations complexes, comme un signal radio modulé. Il n'y a pas de mots en elle, mais il y a de l'énergie. Le signal doit être binaire. Il y a du son, il y a action. Pas de son, pas d'action. 1 et 0. C'est la base du codage. Seulement, au lieu d'une impulsion électrique, c'est une frappe acoustique. Demidov se lève. Ses mouvements deviennent vifs, précis. Il ne ressemble plus à un radio commotionné. Il ressemble à un ingénieur qui a trouvé la solution de l'équation. L'air, chuchote-t-il du bout des lèvres. Nous avons besoin de l'air. Dans sa tête, un schéma s'élabore. La source sonore doit se trouver en hauteur pour que l'onde ne soit pas amortie par le sol et les congère. La source doit être massive. Plus la masse du corps est grande, plus la pression sonore est puissante. Masse, hauteur, matériaux. Il scanne mentalement l'espace environnant. Village détruit. Les isbas en bois absorbent le son. La neige agit comme un isolant phonique. Où est le point de résonance? Les yeux de Demidov se plissent. Il se souvient de la carte des lieux qu'il a vue sur la table du major. Au centre du village de Kolovkina, carré 1240, est marqué un bâtiment en pierre. L'église. Habituellement, on construisait les églises sur les points les plus élevés. C'est une loi de l'acoustique architecturale. Le son des cloches doit couvrir la surface maximale. Les bâtisseurs du passé connaissaient la physique du son mieux que les signaleurs modernes. La cloche. Ce n'est pas un objet de culte. C'est une construction d'ingénierie. Coulée dans un alliage spécial de cuivre et d'étain, elle est conçue pour transformer l'énergie cinétique du choc du battant en une onde sonore surpuissante. Le poids d'une cloche moyenne est de 500 kg à plusieurs tonnes. Si on la frappe, elle émettra un signal d'une puissance supérieure à 140 décibels. C'est plus fort qu'un avion à réaction au décollage. De plus, le spectre sonore de la cloche se situe dans la zone des basses et moyennes fréquences. C'est exactement la gamme qui se propage le mieux dans un milieu dense et qui est le moins étouffé par les obstacles. Demidov vérifie ses calculs. Distance jusqu'au char, de 500 à 800 mètres. L'atténuation du son à une telle distance dans l'air glacial sera insignifiante. Le blindage du char T-34 laissera passer ce son. Le métal conduit parfaitement les vibrations. L'équipage à l'intérieur entendra la sonnerie non pas comme un son venant de l'extérieur, mais comme une vibration de la coque elle-même. C'est une brèche acoustique dans la défense allemande. Ils ont dirigé tous leurs gigahertz et kilowatts vers la lutte contre l'électronique. Ils ont construit un mur dans les terres. Mais ils ont laissé la fenêtre ouverte dans la gamme audio. Ils ne s'attendent pas à ce que les Russes utilisent des technologies du XVIIe siècle contre des technologies du XXe. Demidov se tourne vers la sortie. Son visage n'est plus gris, il est dur, concentré. Il n'y a pas de peur. Il y a une tâche, trouver le générateur de son, vérifier son intégrité, le mettre en marche. Ce n'est pas un exploit, ce sont des travaux de mise en service dans des conditions de combat. Il prend sa mitraillette, mais vérifie non pas la culasse, mais l'attache de la sangle, pour que l'arme ne cliquette pas prématurément. Le silence fait aussi partie de l'acoustique. Maintenant, il a besoin d'un silence absolu pour atteindre la source du son le plus fort de ce champ de bataille. « Camarade major !» Demidov ne parle plus en chuchotant. Il parle de la voix d'un homme qui connaît la réponse. « Je sais comment briser le blocus.
Je n'ai pas besoin de radio. J'ai besoin de la permission de quitter le bunker. Il n'attend pas la question « Pourquoi ?». Il formule déjà la réponse dans le langage des caractéristiques tactiques et techniques. Je passe sur un canal analogique de transmission de données, prononce-t-il pour lui-même. Fréquence flottante. Modulation par percussion. Densité de couverture 100%. Demidov fait un pas vers l'échelle. Dans son cerveau résonne déjà ce rythme. Un coup lourd, métallique, déchirant le silence glacial. Un coup qui deviendra un ordre pour ceux qui meurent dans l'ignorance. Analyse terminée, il est temps de passer à la synthèse. La zone neutre n'est pas un vide entre deux tranchées, c'est une zone de mort, quadrillée par des secteurs de tir. Il n'y a pas de place pour la chance ici, seulement pour la balistique et la géométrie. Ivan Demidov rampe hors de la rampe, comme un lézard. Son corps s'enfonce dans la neige. La neige est dure, compressée par le vent et les écarts de température. À moins 30 degrés, la croûte de neige rappelle le béton par sa densité. Tout mouvement brusque crée un craquement qui, dans le silence nocturne, sonne comme un coup de feu. Mission non standard. D'habitude, les éclaireurs vont dans la zone neutre pour capturer une langue. Il leur faut un officier, des cartes, des données. Demidov a besoin d'un morceau de métal. Son objectif est le clocher détruit au centre du village de Korovkina. Distance 350 mètres. Selon les normes d'une attaque d'infanterie, 2 minutes de course. Selon les normes d'une infiltration furtive, une éternité. Il progresse en rampant. Les coudes et les genoux fonctionnent comme des pistons. La mitraillette PPSH est serrée contre sa poitrine pour que la culasse ne claque pas contre la boucle de son ceinturon. Respiration superficielle. La vapeur sortant de la bouche est un signe démasquant. Dans l'air glacial, le nuage de condensation reste longtemps en suspension, indiquant aux tireurs d'élite le point de visée. Demidov respire à travers une écharpe épaisse, dissipant la chaleur. C'est la thermodynamique de la survie. Les positions allemandes sont silencieuses. Mais c'est un silence trompeur. Là-bas, à 300 mètres, des observateurs sont assis avec des jumelles Zeiss et des lunettes stéréoscopiques. Ils ont des appareils de vision nocturne de première génération, des projecteurs infrarouges UU sur les blindés, mais aujourd'hui ils sont éteints. Les Allemands économisent leurs ressources. Ils comptent sur les fusées éclairantes. Clac! Une fusée au magnésium s'élance dans le ciel. Elle brûle d'une lumière vive, d'une pâleur cadavérique, inondant le champ de bataille d'un contraste dur. Demidov se fige. Maintenant, il fait partie du paysage. Juste une bosse sur la neige. Si tu bouges, l'ombre bougera. Le mouvement de l'ombre est le déclencheur pour le mitrailleur. Il reste allongé, sentant le froid s'insinuer à travers sa veste ouatée, à travers sa vareuse, directement jusqu'à la peau. La terre aspire la chaleur du corps avec l'efficacité d'un réfrigérateur industriel. La fusée siffle et s'éteint. L'obscurité retombe, encore plus épaisse qu'avant. Les yeux ont besoin de temps pour s'adapter. La rhodopsine dans la rétine se régénère lentement. Demidov recommence à bouger. Le village de Kolovkina l'accueille avec une odeur de brûlé. Le bois ici ne pourrit pas, il est carbonisé. Topographie de la destruction. Les squelettes des isbas dressent leurs côtes noires. Il n'y a pas d'abri ici, il n'y a que des obstacles. Il contourne un cratère d'obus de 150 mm. Le sol est retourné, mélangé à des éclats de briques. Devant, l'église. La maçonnerie de briques est brisée. La coupole est effondrée à l'intérieur. Mais le clocher tient debout. C'est un paradoxe d'ingénierie. Les murs épais de la base ont résisté à l'onde de choc.
Demidov rampe vers l'entrée. Il n'y a pas de porte. Il y a une brèche. À l'intérieur, il fait sombre, et ça sent l'humidité mêlée à la poussière des siècles. Le vent s'y promène librement, créant un bruit aérodynamique semblable à un gémissement. Il monte par les restes de l'escalier en colimaçon. Les marches s'effritent sous ses bottes. La pierre est glaciale. Il fait plus froid ici que dans la rue, car la pierre accumule le froid. Chaque pas est un risque d'effondrement. Mais Demidov n'y pense pas. Il cherche l'objet. Sur la plateforme du beffroi, le vent renverse. À travers les ouvertures, on voit toute la ligne de front. Les éclairs des tirs lointains, la bande noire de la forêt. Mais Demidov regarde vers le haut. Sur une épaisse poutre forgée, elle est suspendue. La cloche. Elle est couverte de givre, comme d'une fourrure grise. La couche de glace déforme sa silhouette, mais on sent immédiatement sa masse. Ce n'est pas un élément décoratif, c'est 500 kg de bronze. Alliage de cuivre et d'étain, recette classique. Le métal est sombre, lourd, dense. Il n'y a pas de battant, visiblement arraché lors d'un bombardement ou retiré. Mais le corps même de la cloche est intact. Pas de fissure. C'est d'une importance critique. Toute fissure dans le corps amortit la résonance, transformant un ton pur en un bruit sourd. Demidov enlève sa moufle. Il passe la paume sur le métal glacé. Les doigts collent instantanément. Le bronze à -30 est un piège thermochimique. Il retire brusquement sa main, laissant un lambeau de peau sur le métal. Il n'y a pas de douleur. Les terminaisons nerveuses sont gelées. C'est la vérification du matériau. Le métal teinte même au contact d'un bouton de manche. Le potentiel acoustique est énorme. Maintenant, le test. Demidov saisit sa mitraillette par le canon. La crosse est en bouleau, ferrée d'acier. Ce sera son marteau. Il a besoin de comprendre la tonalité. Il a besoin d'entendre la voix de cette machine. Il prend son élan. Le coup n'est pas fort, c'est un essai. La plaque de couche en acier de la crosse frappe la jupe inférieure de la cloche. Dans la partie la plus épaisse, là où se forme le ton fondamental. Boum! Le son n'est pas fort, mais dense. Ce n'est pas juste une vibration de l'air, c'est une onde de choc qui traverse le corps. Demidov sent la vibration non pas avec ses oreilles, il la sent avec son diaphragme, son foie, ses dents. La résonance remplit instantanément l'espace du beffroi, se reflète sur les murs de briques, part dans les ouvertures. Son pur, profond, basse fréquence, 150 Hz, pas plus. C'est la gamme idéale. Les hautes fréquences s'atténuent rapidement dans l'atmosphère, absorbées par la neige. Les basses fréquences contournent les obstacles. Elles rasent le sol. Dans l'air glacial, ce son devient presque matériel. L'air froid possède une haute densité et élasticité. L'onde sonore ne s'y enlise pas, elle glisse, comme un patineur sur la glace. Demidov presse son épaule contre le bronze froid. La vibration s'apaise lentement. 10 secondes. 15. Le sustain, la durée de la sonorité, est fantastique. La qualité de la fonte est excellente. Les maîtres du 19e siècle connaissaient leur métier. Ils ont créé l'émetteur idéal. En bas, sur les positions allemandes, quelqu'un lance une fusée. Les Allemands ont entendu. Le son était inhabituel pour une nuit de front. Ce n'est pas un tir, pas une explosion, c'est un artefact acoustique étranger. Mais ils ne comprendront pas. Pour eux, c'est un hasard. Le vent a fait bouger la ferraille. Un éclat a frappé en rail. Pour Demidov, c'est la preuve du théorème. Le système fonctionne.
Le générateur est trouvé. Il est en état de marche. Il est chargé d'énergie potentielle. Il reste à la transformer en cinétique. Il reste à élaborer la syntaxe. Demidov regarde la masse sombre de la cloche. Maintenant, ce n'est plus un ustensile d'église. C'est une unité tactique. Une station de transmission de signal de très haute puissance. Il sort un couteau de sa poche et gratte un schéma sur le givre. Angle de frappe, force de l'élan, point de contact. Il transforme une sonnerie intuitive en règlement technique. Il faut un battant. La crosse ne tiendra pas longtemps. Le bois éclatera contre le bronze après le 10e coup. Il faut du métal. Il examine le sol. Parmi les briques cassées et les douilles, traîne un éclat d'obus. 5 kg. Bord déchiqueté, acier lourd. Idéal. Si on l'attache à une ceinture... Demidov soulève l'éclat. La lourdeur est agréable. Ce sera l'élément de frappe. Expédition terminée. Résultat positif. L'objet est apte à l'exploitation. Il se remet à plat ventre pour ramper en sens inverse. Le chemin du retour est toujours plus dur. L'adrénaline reflue et le froid s'abat avec une force nouvelle. Mais maintenant, ce n'est pas seulement sa veste ouatée qui le chauffe, c'est la solution qui le chauffe. Il a entre les mains la clé de la prison radioélectronique. L'éther est muet, mais l'air est prêt à exploser. Le bunker tremble sous une explosion proche, et de la terre tombe du plafond, recouvrant d'une fine couche de poussière grise le schéma tracé sur le sol de terre battue sale. Le sergent subalterne Ivan Demidov ne la secoue pas. Il trace simplement une nouvelle ligne avec sa baïonnette, creusant le sillon. Il a le matériel, un émetteur de 500 kg sur le clocher. Maintenant, il lui faut le logiciel. Le protocole pour la gestion du combat. Sans un protocole clair, la cloche restera juste un morceau de bronze bruyant. Dans le chaos de la bataille, tout son incompréhensible est interprété par le cerveau comme une menace ou comme un bruit de fond. Pour que le signal devienne un ordre, il doit porter de l'information. Il doit être reconnaissable, comme la voix d'une mère, et impératif, comme un tir à bout portant. Demidov travaille sur la syntaxe du combat. Il marmonne dans sa barbe, énonçant des motifs rythmiques. Point-tiret, ça n'ira pas. Trop complexe, profin. La réverbération bouffera les pauses. Il comprend le problème acoustique. La cloche a un sustain monstrueux. Après le coup, le son reste suspendu dans l'air encore 10 ou 15 secondes, s'atténuant lentement. Si on frappe souvent, les ondes sonores se superposeront, créant un bourdonnement continu. Une bouillie. Dans cette bouillie, le mécanicien conducteur ne distinguera pas l'ordre. Il faut de la discrétion. Il faut des pauses, qui sont plus importantes que les coups eux-mêmes. La pause est le séparateur de données. Demidov dessine des cercles sur la terre. Grand cercle, coup. Trait, silence. Première commande, la plus importante. En avant, attaque. Elle doit être rythmique, stimulante, comme un battement de cœur, mais plus lourd. 2 coups, chuchote Demidov. Boum, boum. Pause de 3 secondes. Boum, boum. 2 impulsions courtes, dures. Intervalle minimal entre elles, juste pour que le métal ait le temps de répondre. Ensuite, le silence, pour que l'équipage réalise le signal. Et répétition. C'est un cycle. Tant que la paire résonne, les chars avancent. Dès que le rythme se brise, stop machine. C'est de la psychoacoustique. Le coup double est perçu par le cerveau comme une affirmation, comme un pas gauche-droite. Deuxième commande. Repli. Retraite. La manœuvre la plus difficile. Les tankistes détestent reculer,
Ils perdent l'orientation, commencent à paniquer. Le signal doit être alarmant. Il doit littéralement les chasser de leur position. Un roulement, des coups fréquents, désordonnés. Le tocsin, Demidov trace un zigzag avec son couteau sur la terre. Juste frappé comme un fou, sans pause. Une sonnerie continue. Cela créera une dissonance, un inconfort acoustique. Quand un roulement fréquent frappe les oreilles, l'instinct exige de partir, de se cacher. C'est ce qu'il faut pour sortir le bataillon de sous le feu. Troisième commande. Changement de position. Flanc. Ici, il faut de la ruse. Le ton doit changer. Si on frappe dans la jupe de la cloche, le son est grave, guttural. Si on frappe plus haut, sur l'épaule de la cloche, ou sur le bord avec un angle, le son deviendra plus sec, plus aigu, métallique. Un coup sur le bord, sec, dzin. Pause, dzin. Un ton aigu perce mieux le bourdonnement basse fréquence des diesels lors des manœuvres. Demidov regarde ces gribouillages. C'est primitif. C'est du niveau de la communication tribale. Mais c'est précisément pour cela que ça marchera. Les systèmes complexes cassent. Les lampes radio grillent, les fréquences dérivent, les fils rompent. Le choc du métal contre le métal est une constante. C'est du morse transposé sur un instrument à percussion où, au lieu de la durée du signal, ce sont la quantité d'impulsions et leur intensité qui comptent. Il ferme les yeux et commence à jouer le combat dans sa tête. Il s'imagine dans un char. Autour, le rugissement du moteur V12, le cliquetis des chenilles, les impacts des obus sur le blindage. Visibilité zéro. Dans le casque, des craquements. Et soudain, à travers toutes les couches de bruit, une vibration arrive dans la coque du char. Boum, boum. Le corps sent le rythme. Boum, boum. Le mécanicien comprend. Ce n'est pas un hasard. C'est un motif. C'est un signal de commande externe. En avant, chuchote Demidov. Un lieutenant des transmissions entre dans le bunker. Il regarde Demidov, accroupi devant des dessins sales, comme un aliéné. « Qu'est-ce que tu fabriques, sergent ?» La voix du lieutenant est pleine d'une irritation lasse. Le major attend la liaison, et toi tu joues au pâté de sable. Demidov lève la tête. Dans son regard, il n'y a pas de subordination, seulement le détachement d'un mathématicien qu'on a distrait de la démonstration d'un théorème. « J'écris l'instruction, camarade lieutenant. »« L'instruction ? Pourquoi ? Pour une marmite ? » ?»« Pour le télégraphe acoustique système cloche. » Demidov se lève en époussetant ses genoux. Ce ne sont pas des pâtés de sable. C'est un protocole de transmission de données. Il prend une feuille de papier. Le crayon casse dans ses doigts gelés, mais il continue d'écrire. Les lettres sont tordues, hachées. Tableau de code des signaux. 2 coups. Intervalle 3 secondes. Attaque. Mouvement direct. Roulement fréquent, sans internal. Retraite. Fumigène. Coup unique, sec. Sur le bord. Attention. Stop. Virage. Ça a l'air ridicule. 3 lignes qui doivent remplacer les tableaux complexes d'indicatifs radio et les carnets de chiffrement. Pas de faucon, épervier, bouleau, pas de fréquence, juste le rythme. Mais Demidov sait, au combat, l'homme régresse au niveau des réflexes. On peut oublier un mot complexe. On ne peut pas oublier un rythme. Le rythme se grave dans le subconscient. Il plie la feuille. C'est un document. Maintenant, c'est une partie officielle de la tactique. Reste le plus difficile, la synchronisation. Une seule cloche, 12 chars. Tous les équipages doivent apprendre ce langage en une demi-heure. Si ne serait-ce qu'un mécanicien confond 2 coups et roulement, le char fera demi-tour sous le feu et exposera son arrière. Il faut un briefing, dur,
du bourrage de crâne. Demidov imagine comment il va expliquer ça aux tankistes. Des types en colère, fatigués, noircis par la fumée, qui ne croient qu'au blindage et au canon. Ils vont se moquer de lui. Un curé va nous commander depuis son clocher? Qu'il rit. L'essentiel, c'est qu'il retienne. Le rire est aussi une émotion, ça aide à mémoriser. Il vérifie l'heure. 2 heures avant l'aube. Il a 120 minutes pour transformer une idée musicale en règlement de combat. La partie ingénierie est terminée. La partie organisationnelle commence. Demidov prend sa mitraillette. Il se sent comme un compositeur qui a écrit une symphonie pour un orchestre de 12 moteurs diesel et une cloche de 500 kilos. Et il faudra diriger cet orchestre sous le feu de l'artillerie allemande. La partition est prête. Les instruments sont accordés. Solution analogique, répète-t-il en sortant dans le couloir froid de la tranchée. 1, 0, coup, silence. Dehors, le vent forcit. Il hurle dans les fils de la ligne de communication brisée, comme pour se moquer des tentatives humaines de transmettre la voix. Mais Demidov n'écoute plus ce hurlement. Dans sa tête ne résonne qu'un rythme pur, lourd, de bronze. Boum, boum, en avant. Le major Voronenkov ne dort pas depuis 3 jours. Son visage ressemble à un masque d'argile grise, sur lequel seuls restent vivants les yeux enflammés, rougis par les capillaires éclatés. Le bunker est tellement saturé de fumée de tabac qu'on dirait qu'on pourrait la couper au couteau. Sur la table devant le commandant de bataillon est étalée la carte, le paysage papier de la catastrophe. Les flèches rouges de l'ennemi encerclent les positions du bataillon d'un anneau serré. Les cercles bleus de nos points d'appui sont barrés de croix. Le radio dans le coin ne tourne plus les réglages. Il est assis, les bras ballants, et regarde bêtement l'échelle verte de la station radio qui luit à peine dans la pénombre. Le haut-parleur émet un chuintement régulier et moqueur. C'est le son de la défaite. La porte du bunker s'ouvre, laissant entrer un nuage de vapeur glaciale. Le sergent subalterne Ivan Demidov entre. Il ne ressemble pas à un sauveur, mais à un homme sorti de la tombe. Sa veste est déchirée, ses mains écorchées, il a de la suie et de la poussière de briques sur le visage. Mais dans ses mains, il ne tient pas une arme, mais une feuille de papier pliée en 4. La feuille est sale, mais on y voit nettement des schémas au crayon. Demidov s'approche de la table. Les officiers d'état-major, le capitaine du renseignement et le lieutenant d'artillerie le regardent à travers le rideau de fumée avec une sourde irritation. Pour eux, il est une gêne, un élément superflu dans l'équation de leur mort inévitable. Permission de parler, camarade major. Voronenkov lève lentement la tête. Son regard est lourd, écrasant. Si tu es venu dire que la liaison ne marche pas, alors tu ferais mieux de sortir et de te tirer une balle toi-même, sergent. Ne gaspille pas mon temps. Il y a une liaison. La voix de Demidov sonne sèchement, sans tremblement. Il pose la feuille sur la carte, directement sur les positions allemandes. Seulement pas électrique, acoustique. Le major regarde le papier. 2 coups, attaque, roulement, repli. Coup sur le bord, attention. Il fronce les sourcils, essayant de focaliser sa vue. Les lettres dansent. Le sens des mots ne lui parvient pas tout de suite. Le capitaine du renseignement se penche sur la table, lit et émet un petit rire bref, aboyant. « Tu as mangé de la jusquiame, sergent? Une cloche? On est au 19e siècle. On va peut-être allumer des feux de signalisation ou prendre des tambours comme les papous. La radio 71T-K3 est morte. » Demidov ne regarde pas le capitaine. Il ne regarde que le commandant. La guerre électronique allemande brouille toutes les fréquences.
Nous sommes des chatons aveugles. La cloche est un générateur d'ondes sonores d'une puissance de 140 décibels. On ne peut pas la brouiller, à moins de faire sauter le clocher lui-même. Le son traverse n'importe quel bruit de combat. C'est la cour martiale. Le capitaine frappe de la paume sur la table. C'est de l'amateurisme. Il y a un règlement de combat. Il y a un règlement de transmission. Tu proposes de diriger un combat de chars avec un ustensile d'église. Les Allemands vont se moquer de nous tout en nous fusillant. Un silence s'installe dans le bunker. On n'entend que le chuintement de la radio et les explosions lointaines des obus dehors. Le conflit entre l'ancien et le nouveau, le règlement et l'improvisation, atteint son paroxysme. Les officiers voient dans la proposition de Demidov une violation de la subordination et du bon sens. Ils sont formés pour faire la guerre selon les règles, où la liaison est assurée par la technique et non par la physique des corps élastiques. Pour eux, la cloche est un archaïsme, un symbole d'arriération, une honte. Demidov comprend leur logique. Mais il n'a pas le temps pour les politesses. « Camarade major, dit-il durement, coupant la parole au capitaine. Dans 4 heures, c'est l'aube. Les Allemands vont commencer à nous pilonner à l'artillerie. Les chars avanceront à l'aveugle. Ils n'entendront pas les ordres par radio. Ils brûleront, tous jusqu'au dernier. Nous n'avons pas le choix. Soit nous essayons ma méthode, soit nous rédigeons les avis de décès. Si, bien sûr, il reste quelqu'un pour les rédiger. » Voronenkov se tait. Il regarde ses mains. Il se souvient du char en feu du lieutenant Petrov. Petrov criait dans l'éther, demandait du soutien, mais personne ne répondait, car l'éther était saturé de bruit blanc. Le major se souvient de ce sentiment d'impuissance, quand on voit la mort de ces hommes sans pouvoir intervenir. La machine bureaucratique de l'armée exige d'agir selon l'instruction. L'instruction ne prévoit pas l'utilisation de cloches. S'il donne son accord et que l'opération échoue, il sera fusillé devant les rangs pour négligence criminelle et bouffonnerie. Mais s'il ne fait rien, le bataillon cessera simplement d'exister. La pesée des risques est instantanée. La vie contre le protocole. L'efficacité contre le règlement. Voronenkov se lève. Il n'est pas grand, mais il semble immense maintenant. Il prend la feuille de Demidov. Le papier craque entre ses doigts. « Arrêtez l'hystérie », dit doucement le major au capitaine. Celui-ci se tait au milieu d'un mot. « Nous n'avons pas de liaison, c'est un fait. Nous n'avons pas de soutien, c'est un fait. Le sergent a un plan. Peut-être idiot, peut-être médiéval, mais c'est un plan. » Il se tourne vers Demidov. Dans ses yeux, il n'y a plus de fatigue. Il y a l'éclat froid du désespoir et de la détermination. « Écoute-moi attentivement, sergent. Je te donne mon accord. Prends des hommes, prends un véhicule s'il le faut. Organise ton orchestre. Mais retiens une chose. » Le major se penche plus près. Demidov sent l'odeur du tabac et de l'alcool. Si ne serait-ce qu'un char part dans la mauvaise direction, s'ils confondent les signaux et exposent leurs flancs, je te fusillerai personnellement, juste là-bas, sur le clocher. Je te pendrai à la place du battant. Tu m'as compris? Reçu, camarade major. Compris. Allez, va. Tu as 1 heure pour l'instruction des équipages. Distribue-leur ces papiers. Enfonce-leur ce rythme dans le crâne. Qu'ils l'entendent, même en dormant. Demidov fait demi-tour réglementaire par l'épaule gauche. Net, précis. Il prend la feuille sur la table. C'est désormais un document de combat. Il sort du bunker dans la nuit. Resté dans le silence, le capitaine du renseignement hoche la tête. Nous passerons tous en cour martiale, Nikolai Petrovitch. À l'état-major du corps d'armée, ils vont nous dévorer. Ils diront que nous sommes devenus fous. Une sonnerie de cloche au lieu d'un message chiffré
Voronenkov sort une cigarette, l'allume à une douille transformée en briquet. La fumée remplit ses poumons, calmant un peu ses nerfs. Il regarde à nouveau la radio inutile, clignotant de son œil vert. « Qui nous juge ?» exhale-t-il la fumée avec ses mots. « Pourvu qu'il y ait quelqu'un à juger. Mieux vaut être un idiot vivant devant le tribunal qu'un héros mort selon le règlement. La radio est muette, capitaine, mais la cloche au moins, on l'entend. » Il s'approche de l'embrasure. L'obscurité dehors est dense, hostile. Quelque part là-bas, dans les ruines, rampe un sergent qui a décidé de déjouer la pensée technique allemande avec un morceau de bronze. Le major Voronenkov, officier de carrière, athée et membre du parti, se surprend à avoir une pensée étrange. Pour la première fois de toute la guerre, il n'espère pas en la technique, mais en un son de cloche. Commence l'heure la plus longue de cette nuit. L'heure de l'attente. L'heure où une idée absurde doit passer l'épreuve du sang. Dans le QG, le silence règne à nouveau, mais il est différent. Ce n'est pas le silence de la fatalité, c'est le silence avant l'expérience. Le scepticisme n'a pas disparu. Il a simplement reculé face à l'inéluctable. Le mur de méfiance s'est fissuré, laissant passer le sergent Demidov et sa physique. Il ne reste plus qu'à attendre la résonance. 24 janvier 1943. L'aube est grise, trouble, comme si l'air avait été mélangé à de la cendre. La température se maintient à moins 28 degrés. 12 chars T-34 sont dans les caponnières, couverts de filets de camouflage. Leurs moteurs tournent au ralenti, rejetant dans le ciel des colonnes de fumée blanches et grasses. Le diesel V12, c'est 500 chevaux qui rugissent de telle sorte que la terre tremble légèrement sous les chenilles. Les chefs de char courent d'une machine à l'autre. Dans leurs mains, pas de porte-cartes, mais des feuilles de cahier froissées. Sur le papier, pas d'ordre de combat, mais un schéma primitif dessiné avec un bout de crayon. 3 lignes, 3 rythmes. Les mécaniciens conducteurs regardent ces feuilles avec une perplexité frisant l'agressivité. « C'est quoi, des notes ?» crie le mécanicien de la machine de tête, essayant de couvrir le moteur. « Je dois jouer de l'accordéon ou tirer des leviers ?»« Tais-toi et mémorise !» hurle en réponse le commandant de peloton. 2 coups, première vitesse, plein gaz. Roulement, marche arrière. Un coup sec, stop. Si tu entends la cloche, tu agis. Radio éteinte, c'est un ordre. Pour la première fois de toute la guerre, les chars vont au combat avec les postes coupés. C'est contre-intuitif. Cela viole toutes les normes de la guerre moderne. Mais c'est le seul moyen de se débarrasser du bruit fantôme dans les oreilles. L'éther est propre, car les récepteurs sont morts. Il ne reste que l'ouïe. Ivan Demidov est à son poste, hauteur 12 mètres au-dessus du sol. Le clocher est traversé par un vent glacial. Ses doigts, serrant le battant artisanal, un éclat d'obus de 5 kilos sur une courroie de cuir, ont presque perdu toute sensibilité. Mais il ne sent pas le froid. Il sent le timing. En bas, le major Voronenkov lève la main. Pas de fusée éclairante. L'éclair démasquerait. Seulement un signal visuel. Le top départ. Demidov inspire. Il fait pivoter son buste, utilisant l'inertie du corps, et envoie avec force l'éclat dans la jupe de bronze de la cloche. Boum! Le son naît instantanément. Ce n'est pas un ton musical. C'est une frappe acoustique. Dans l'air glacial, où la densité du milieu est accrue, l'onde sonore se propage avec une dispersion minimale. Elle frappe l'espace comme un marteau invisible. Une seconde de silence. Demidov compte mentalement. 1, 2, 3. Deuxième coup. Boum!
Le signal est parti. Le paquet de données acoustiques est transmis. Maintenant, tout dépend des dispositifs de réception. Les oreilles de 12 mécaniciens assis dans des boîtes en acier. À l'intérieur du char T-34, un bruit infernal. La transmission hurle, le moteur fracasse, les chenilles cliquettent. Le niveau sonore global dépasse 110 décibels. Il semblerait impossible d'entendre quelque chose venant de l'extérieur. Mais la physique du son fonctionne de manière sélective. Le spectre de bruit du char, ce sont des basses fréquences, un bourdonnement, une vibration. Le spectre de la cloche est une harmonique complexe, avec une attaque très marquée dans la gamme moyenne. La sonnerie sèche, métallique, ne se mélange pas au grondement du moteur. Elle se pose par-dessus. Elle perce la bouillie sonore comme une aiguille perce du tissu. Le blindage du char, au lieu d'isoler le son, agit comme un résonateur. Le métal de la coque transmet la vibration à l'intérieur. Le mécanicien du char de tête tressaille. Il entend ce son, non pas avec ses oreilles, mais avec sa nuque. 2 coups lourds. Le rythme qu'on lui a martelé pendant la dernière heure. Le réflexe agit plus vite que la pensée. Les mains tirent d'elles-mêmes les leviers vers elle, puis les repoussent. Le pied enfonce la pédale d'accélérateur. Les embrayages latéraux accrochent. Le char fait un bond en avant, projetant des mottes de terre gelées sous ses chenilles. À sa suite, avec un décalage d'une fraction de seconde, les 11 autres machines s'élancent. Synchronisation. C'est une vision effrayante. 12 T-34 commencent l'attaque simultanément, comme un organisme unique. Pas d'hésitation, pas d'appel radio, pas d'insulte sur les ondes du genre « Le 5, où tu vas, garde la formation !» Il n'y a qu'une unité silencieuse, mécanique. Du côté allemand, à 500 mètres de là, dans le bunker d'interception radio, est assis un Oberleutnant des transmissions. Devant lui, un mur d'appareils Telefunken. Les aiguilles des indicateurs sont à 0. Dans le casque, seulement le chuintement de ses propres générateurs de brouillage. Les Russes sont silencieux. L'éther est vide. Mais la terre commence à trembler. L'Oberleutnant enlève son casque. Par l'embrasure, il voit une avalanche d'acier surgir de la brume sur le champ. « Alarme !» crie l'observateur. « Attaque de chars, en grand nombre !» L'Allemand saisit le micro. Il fait son rapport à l'état-major du régiment. Mais dans sa voix, il y a du désarroi. Ils avancent sans liaison. Je n'entends pas d'ordre. Ils ne sont pas coordonnés. C'est une erreur. Ils sont coordonnés. Simplement, l'appareillage allemand est réglé sur les ondes électromagnétiques, alors que les Russes sont passés aux ondes sonores. L'officier allemand voit une manœuvre fluide. Les chars se déploient en ligne de combat, gardant leur distance. Qui les dirige? La télépathie? Sur le clocher, Demidov continue son travail. Il s'est transformé en machine. Sa tâche est de maintenir le rythme de l'attaque. Les chars avancent, et le signal doit avancer avec eux. Il frappe à nouveau. 2 coups. Pause. 2 coups. Maintenant, le son s'entend moins bien. La distance augmente. Mais le bruit des moteurs s'éloigne aussi. La physique joue en sa faveur. Les chars s'éloignent de la source sonore, mais le vent souffle vers les Allemands, portant l'onde et l'emmenant à la suite des machines. Le vent acoustique. Un phénomène de réfraction du son dans l'atmosphère. L'air froid au sol crée un canal par lequel le son vole sur des kilomètres, ne perdant presque pas d'énergie. Le combat commence. La batterie anti-char allemande ouvre le feu. Premier tir. À côté. L'obus laboure la neige devant le char de tête. D'habitude, à ce moment-là, la formation se brise.
Certains freinent, d'autres foncent. Le chaos des cris commence sur les ondes. Le commandant de bataillon essaie de rassembler la compagnie à la voix, mais personne ne l'entend à cause des interférences. Mais là, pas d'éther. Demidov voit l'éclair du canon. Il change de rythme. Coup, coup, coup sur le bord, coup sur le bord. Le signal change. Le ton devient plus aigu, plus hystérique. Manœuvre! Les tankistes entendent le changement de tonalité. La sonnerie devient plus sèche. Les équipages exécutent l'action convenue à l'avance. Le zigzag. 12 machines virent simultanément à gauche, puis à droite, faussant la visée des pointeurs allemands. La deuxième salve de la batterie allemande part dans le vide. Les obus passent là où les chars étaient une seconde plus tôt. Ce n'est pas de la chance, c'est de la maniabilité. Une maniabilité dans des conditions de transparence acoustique. Le major Voronenkov observe le champ de bataille à la lunette stéréoscopique. Ses mains tremblent. Il voit ce qu'il n'a pas vu depuis 41. Un ordre parfait. Les chars avancent comme à la parade, mais à 40 km à l'heure et sous le feu. Personne n'a traîné, personne n'a foncé trop loin devant. La cloche sur la tour continue de sonner. Son son se mêle maintenant au fracas des canons, mais il reste distinct. C'est le pouls du combat. Un métronome basse fréquence comptant le temps de vie de la batterie ennemie. Pour les Allemands, c'est du surréalisme. Ils ont l'habitude de combattre un adversaire aveugle et sourd. Ils ont l'habitude que les chars russes agissent de manière désordonnée. Maintenant, un mur dirigé par une volonté unique déferle sur eux. Et au-dessus du champ de bataille, couvrant le hurlement des sirènes des bombardiers en piqué et le grincement du métal, s'élève cette sonnerie étrange, archaïque, effrayante. Cela ne sonne pas comme une guerre de technologie. Cela sonne comme le jugement dernier. Sur le clocher, Demidov sent son épaule s'engourdir. L'éclat pèse 5 kg, mais il semble peser 1 tonne maintenant. Toutes les 3 secondes, un élan et un coup. Les muscles brûlent, accumulant l'acide lactique. Mais il ne faut pas s'arrêter. Le silence maintenant signifie la mort. Tant que la cloche sonne, les chars savent que le grand frère les regarde, qu'il y a une direction, qu'ils ne sont pas seuls. L'effet psychologique du système cloche s'avère plus fort que l'effet technique. L'équipage sent la présence constante du commandant. Le son les lie par un fil invisible. Les chars font irruption sur les positions allemandes. Demidov voit les chenilles de la première machine écraser le bouclier d'un canon. Maintenant, il faut un nouveau signal. Stop, tire sur place. Un coup sec et silence. Demidov frappe le bord de la cloche et presse immédiatement le métal avec sa main, étouffant la vibration. Le son se coupe instantanément. Sur le champ de bataille, 12 chars s'arrêtent net. Les tourelles pivotent. Salve. 12 obus explosifs transforment les bunkers allemands en un enfer de feu. Le major Voronenkov baisse ses jumelles. « Ça marche », chuchote-t-il. « Bon sang, ça marche. » Il se tourne vers le radio, toujours assis près de la radio muette. « Éteins cette saloperie », dit le major, « et ouvre la porte. Je veux entendre ça. » La sonnerie provenant du clocher est pour lui maintenant la plus belle des musiques. C'est la musique de la survie. Une symphonie de physique écrite sur la partition de la guerre. Le 25 janvier 1943 ne commence pas par l'aube, mais par une frappe d'artillerie. La machine de guerre allemande fonctionne comme un mécanisme précis mais inerte. Pendant la nuit, les officiers d'état-major de la Wehrmacht ont analysé la situation. Ils n'ont pas compris la nature du commandement des chars russes, mais ils ont calculé le carré de leur concentration. La logique de la guerre dicte « si tu ne comprends pas ce qui se passe, détruis tout le secteur ». À 7 heures du matin,
Les obusiers allemands de calibre 150 mm ouvrent un feu roulant sur le carré 12-40. C'est un bombardement en tapis. L'air se déchire du hurlement des obus. La terre se cabre. Des tonnes de TNT et d'acier labourent le sol gelé, transformant la lisière de la forêt en paysage lunaire. La densité du feu est telle qu'il est biologiquement impossible de survivre là-bas. Les arbres volent en éclats, la neige s'évapore, mettant à nu une boue noire et fumante. Les observateurs allemands regardent les explosions aux jumelles. Ils sont satisfaits. Selon leurs calculs, le 8e bataillon de chars se transforme en ce moment en ferraille. Personne ne peut échapper à un tel pilonnage sans liaison ni coordination. C'est la mathématique de l'anéantissement. Mais les observateurs ne voient pas une chose. Le carré est vide. 5 minutes avant le début de la préparation d'artillerie, l'air au-dessus du village de Korovkina a de nouveau vibré. Le sergent subalterne Ivan Demidov, qui passait sa 2e journée sur le clocher balayé par le vent, a vu des éclairs à l'horizon. L'optique de l'atmosphère en hiver permet de voir loin, mais le son a du retard. Il avait 30 secondes, le temps de vol de l'obus sur une distance de 10 km. Demidov n'a pas attendu l'ordre. Il a frappé sur le bord de la cloche. Un son sec, aigu, désagréable. Dzin, dzin, dzin. C'était le signal d'alarme. Un signal qui ne demandait pas de décryptage. Il frappait sur les nerfs. Il signifiait « la mort arrive ». Changement de position, immédiatement. Les équipages de chars, dormant dans les machines avec les écoutilles ouvertes pour entendre, ont réagi instantanément. Les diesels ont rugi. 12 chars se sont arrachés de leur emplacement, brisant les broussailles. Ils ne se sont pas mis en colonne, c'était une perte de temps. Ils ont foncé en éventail, se dispersant sur les flancs. C'était une manœuvre d'évitement, initiée par un seul homme et un seul morceau de bronze. Quand les premiers obus allemands sont tombés sur les positions du bataillon, il ne restait que des caisses de munitions vides et des chiffons huileux. Le point d'acier s'était déjà déplacé de 2 km vers l'ouest. Les Allemands continuent de pilonner le vide. Ils dépensent des munitions par wagon entier. Chaque obus coûte des centaines de Reichsmark. Chaque minute de canonnade use les tubes des canons. C'est un gaspillage colossal de ressources. L'économie du Troisième Reich tourne à vide, jetant l'argent dans la boue russe. Pendant ce temps, le bataillon du major Voronenkov, ayant effectué un large contournement, sort sur le flanc du groupe d'artillerie allemand. La situation se renverse. Le chasseur devient la proie, car il s'est trop laissé emporter par le tir et est devenu sourd à son propre bruit. Les artilleurs allemands n'entendent pas le grondement des moteurs de chars. Leurs oreilles sont bouchées par le fracas des tirs. Ils sont dans un cocon acoustique. Demidov, sur le clocher, voit le nouveau tableau de la bataille. Les chars arrivent en position idéale pour frapper. Distance 400 mètres. Tir direct. Il faut le signal de l'attaque. Mais pas général, ponctuel. Demidov change de prise. Maintenant, il ne frappe pas sur le bord, mais au milieu de la jupe, mais avec retenue, sans laisser le son bourdonner. Boum. Pause. Boum. C'est le rythme de la marche, le rythme de la pression. Les chars ouvrent le feu en roulant. 12 canons de calibre 76 mm frappent le flanc des batteries allemandes. L'effet de surprise est absolu. Les Allemands paniquent. Ils essaient de tourner les lourds obusiers, mais les affûts sont gelés dans le sol. Ils se jettent sur les radios, crient dans les terres, mais leur propre bruit blanc y règne toujours. Leur système de guerre électronique, leur fierté, jouent maintenant contre eux. Il étouffe leurs propres appels au secours. Ils ont créé une isolation parfaite, dans laquelle on est en train de les tuer.
Demidov continue de travailler. Ses mains sont écorchées jusqu'au sang. La peau des paumes a craqué à cause du froid et des vibrations. Le manche du marteau improvisé est devenu glissant. Mais il ne sent pas la douleur. Il est entré en transe. Il est le métronome de ce carnage. Chaque coup synchronise les actions des équipages. Coup, les chars font un bond en avant. Coup, courte halte pour le tir. Coup, nouveau mouvement. Cela ressemble à une danse macabre. Des machines de plusieurs tonnes bougent dans un rythme unique, donné par une cloche d'église. Aucune agitation, aucun mouvement superflu. Les obus tombent juste, car les pointeurs sont calmes. Ils savent, tant que la cloche sonne, la situation est sous contrôle. Ils ont un cerveau externe qui voit le champ dans son ensemble. La défense allemande s'effondre en 20 minutes. La batterie est totalement détruite. Canons écrasés par les chenilles, servants dispersés ou anéantis. Le major Voronenkov, dans le char de tête, voit les fantassins allemands s'enfuir. Il pourrait donner l'ordre de poursuivre, mais la cloche change de tonalité. Du clocher, Demidov voit ce que le major ne voit pas. Du nord, des réserves s'approchent des Allemands. Canon d'assaut. Il faut partir. La victoire est acquise. Il ne faut pas être gourmand. Demidov commence à battre le rappel. Vite, fréquemment, sur le bord même. Dzin, 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 dzin. Un son hystérique, pressé. Retraite, retraite, on part dans la fumée. Les chars tirent instantanément des fumigènes. Un rideau gris cache les machines. Les diesels rugissent à plat régime. Le bataillon se dissout dans la forêt aussi soudainement qu'il est apparu. Quand les canons d'assaut allemands arrivent sur position, ils ne trouvent que des obusiers en feu et de la neige labourée. Les Russes ne sont plus là. Le soir, à l'état-major du corps, on fait le bilan. La statistique est la science la plus sèche et la plus honnête de la guerre. Perte de l'ennemi, une batterie d'obusiers lourds, 6 canons anti-chars, jusqu'à un bataillon d'infanterie, un dépôt de munitions. Perte du 8e bataillon de chars pour la journée du 25 janvier. Chars, 0. Tués, 0. Blessés, 2. Un mécanicien s'est coincé le doigt avec l'écoutille et un pointeur s'est ouvert l'arcade sourcilière contre le viseur lors d'un freinage. C'est une anomalie. Dans des conditions de suppression radioélectronique totale, l'unité a non seulement survécu, mais a rempli sa mission de combat avec une efficacité de 100%. Dans la colonne « Consommation de munitions », normes réglementaires. Dans la colonne « Liaison », un tiret. Ou plus exactement, le vide. Aucun radiogramme n'a été envoyé ni reçu. Du point de vue des rapports, ce combat est impossible. Le bataillon a agi comme un fantôme. Mais il y a un autre consommable qui n'est pas comptabilisé dans les registres. Ivan Demidov descend du clocher. Il marche en titubant, se tenant au mur. Son visage est noirci par le vent. De ses oreilles coule un mince filet de sang. Les tympans n'ont pas résisté à la pression sonore de 140 décibels pendant 2 jours. Il n'entend rien. Pour lui, le monde a plongé dans un silence absolu. Il s'approche du major Voronenkov, qui se tient près d'un char fumant. Le major dit quelque chose, remue les lèvres, tape le sergent sur l'épaule. Demidov ne voit que le mouvement des lèvres. « Bravo, héros », lit-il, mais ce n'est pas important. L'important est ailleurs. Demidov regarde les chars. 12 machines, tout intactes. Sur le blindage sont assis des hommes vivants. Ils fument, rient, essuient l'huile de leur visage. 52 personnes qui auraient dû brûler dans ce champ s'ils étaient restés à attendre la liaison radio. Ils sont vivants. C'est cela le résultat de l'équation.
des centaines de tonnes de métal allemand, l'électronique complexe de Telefunken, la doctrine de guerre électronique. Tout cela s'est avéré impuissant face à une seule loi physique, la loi de la résonance. Et face à un homme qui a eu l'idée d'appliquer cette loi. Voronenkov tend une gourde à Demidov. Le sergent la prend de ses mains tremblantes. L'alcool brûle la gorge, mais c'est la seule sensation qui perce à travers la commotion. Il regarde le clocher. Il se dresse, sombre, le flanc percé, sur fond de coucher de soleil pourpre. Le générateur de son refroidit. Le bronze se tait, ayant accompli son travail. C'était la victoire du primitif sur la haute technologie. La victoire du signal analogique sur le blocus numérique. Une victoire qui n'a pas coûté un kopek à l'État, mais qui a préservé une ressource inestimable. Les hommes. Liaison terminée, chuchote Demidov de sa voix sourde. Dans sa tête, dans ce vide résonnant de la commotion, ce rythme persiste encore. Boum, boum. Le rythme de la vie. Le 26 janvier 1943, une Jeep Willys, portant le marquage de l'état-major du corps d'armée, arrive au cantonnement du 8e bataillon de chars. La voiture est propre, autant que possible dans la zone du front. Le colonel Krasnov en sort. Il porte une pelisse, son baudrier brille, son visage est rasé de près. Il a l'air d'un homme venu d'un autre univers, l'univers des bureaux chauffés, des cartes stratégiques et des statistiques sèches. Krasnov n'est pas venu pour décorer, il est venu pour juger. Dans les rapports d'état-major, le 8e bataillon figure comme une anomalie. Selon les rapports d'interception radio, l'unité est restée en silence radio total pendant 48 heures. Pourtant, elle a mené des actions offensives actives. Du point de vue du règlement, c'est impossible. Soit le commandant a perdu le contrôle et les chars agissent de manière chaotique, soit le commandant a criminellement coupé les moyens de communication, violant l'ordre numéro 227. Dans les deux cas, c'est la cour martiale. Dans le bunker du major Voronenkov, un silence lourd et poisseux s'installe. Les officiers de l'état-major du corps étalent des dossiers sur la table. Le papier est blanc, traquant. Il contraste vivement avec les cartes graisseuses et enfumées des tankistes. « Expliquez-vous, major. » La voix de Krasnov est égale, dénuée d'émotion. C'est la voix d'un procureur. Pourquoi votre bataillon a-t-il disparu des ondes pendant 48 heures? Pourquoi avez-vous coupé volontairement les stations radio 71 TK3? Vous comprenez que c'est du sabotage. Voronenkov se tient au garde à vous. Il ne se justifie pas. Il est trop fatigué pour avoir peur. Les stations étaient inutiles, camarade colonel. La guerre électronique allemande donnait une densité de brouillage de 100%. Les garder allumés signifiait écouter du bruit et se démasquer par le rayonnement des hétérodynes. Et comment avez-vous dirigé le combat? Avec des drapeaux? Des pigeons? Par canal acoustique, répond Voronenkov. Fréquence sonore. Support, bronze. Krasnov grimace. On lui a rapporté une sorte de sonnerie, mais il a mis ça sur le compte de la commotion des observateurs. Vous voulez dire que vous avez fait la guerre au son d'une cloche d'église? Major, c'est l'armée, pas l'école paroissiale. C'est le Moyen-Âge. Vous avez mis en danger l'accomplissement de la mission de combat pour une expérience douteuse. Où sont vos pertes? Je veux voir l'état des pertes. C'est le moment clé. Dans la logique de l'état-major, les pertes sont un indicateur d'activité. S'il n'y a pas de pertes, cela veut dire que le bataillon n'a pas combattu. Si les pertes sont énormes, cela veut dire que le bataillon a mal combattu. Il faut une statistique normale. Voronenkov pose une feuille sur la table. Une feuille sale,
froissé, tiré d'un cahier d'écolier. Chars en état de marche, 12. Perdu, 0. Effectifs, tous présents. Blessés, 2. Légers. Retourneront en service demain. La mission de destruction du groupe d'artillerie ennemi dans le carré 12-40 est entièrement remplie. Confirmation, position capturée et cadavre de l'ennemi. Krasnov prend la feuille. Ses sourcils remontent. Il regarde le major, puis ses aides de camp. Il s'attend à une ruse. Ça n'existe pas. Le 12e bataillon voisin, qui a essayé de percer selon le règlement en utilisant la liaison radio, a perdu 7 machines et 30 hommes. Ils ont brûlé parce que les commandants hurlaient dans un éther sourd et ne pouvaient pas coordonner la manœuvre de repli. Et ici, 0. Faites venir les commandants de compagnie, exige le colonel. Les tankistes entrent dans le bunker. Ils sentent le gasoil, le brûlé et la sueur. Ils ont les yeux rouges et les mains noires. Ils regardent le colonel propre en dessous. « Rapportez la situation », lance Krasnov au premier lieutenant. « Liaison stable, camarade colonel », répond celui-ci d'une voix rauque. Les signaux passaient nettement. Délai minimal. Audibilité excellente, même avec le diesel en marche. Les équipages comprenaient la manœuvre au demi-son. « Je confirme », dit le second. « Les Allemands nous ont perdus. On les a contournés comme des plots. Ils pilonnaient le vide. Et nous, on les alignait comme au stand de tir. La cloche nous guidait plus précisément qu'une balise radio. » Krasnov se tait. C'est un analyste. Dans sa tête se produit la collision de 2 systèmes. Le système bureaucratique crie à la violation des instructions. Le système militaire voit l'efficacité. Le résultat est sur la table. 12 chars T-34 intacts. C'est des centaines de milliers de roubles d'argent public. C'est 52 vies de spécialistes formés, préservées. Et une montagne de matériel allemand détruit. Contre cet argument, le règlement est impuissant. Le bronze s'est avéré plus fiable que les lampes radio. L'acoustique primitive a surclassé l'électronique avancée. « Qui est l'auteur » demande Krasnov. Le ton change. Maintenant, ce n'est plus le procureur, c'est le client qui a réceptionné le travail. « Sergent subalterne Demidov, radio. Faites-le venir. » On amène Demidov en le soutenant par les bras. Il marche avec incertitude, il titube. Sa tête est bandée, des taches brunes transparaissent à travers le pansement. Son visage est blanc comme la craie, son regard est flou. Il se tient devant le colonel, mais n'entend pas la question. Voronenkov lui touche l'épaule et montre le colonel d'un geste. « Il n'entend pas, camarade colonel », dit doucement le commandant de bataillon. Barotraumatisme, rupture des tympans. Il est resté 2 jours à l'épicentre d'une pression sonore de 140 décibels, sans protection. Krasnov regarde le sergent. Il ne voit pas devant lui un héros d'affiche. Il voit un mécanisme usé. Un homme qui a donné son ouïe en échange du silence radio. C'est un marché sec. La ressource physiologique d'un seul radio échangée contre la survie d'un bataillon entier. Le taux de change est avantageux. Cynique, mais mathématiquement correct. Le colonel fait un signe de tête à l'aide de camp. Celui-ci sort une petite boîte de sa serviette. Krasnov l'ouvre. Il y a une médaille pour le mérite au combat. Un disque d'argent sur un ruban gris. La récompense de soldat la plus honnête. On ne la donne pas pour un exploit, mais pour le travail. Pour le fait que le mécanisme de la guerre a tourné correctement. Le colonel s'approche de Demidov. Il ne fait pas de discours. Il comprend que les mots maintenant ne sont que des vibrations de l'air que le sergent ne percevra pas. Il accroche simplement la médaille sur la veste ouatée déchirée. Le métal teinte contre un bouton. Demidov n'entend pas ce son, mais il sent le poids. « Je sers l'Union soviétique », dit Demidov fort.
d'une voix non naturelle. Il ne s'entend pas. C'est pourquoi il parle trop fort, presque en criant. Il n'y a pas d'intonation, c'est juste en rapport. Krasnov tend la main. La paume du colonel est douce, chaude. La paume du sergent est dure, froide, avec du sang séché sur les doigts. La poignée de main est brève, fixation du fait. Rédiger la citation à une date antérieure, lance Krasnov au scribe. Formulation: pour avoir assuré une liaison ininterrompue dans des conditions de suppression radioélectronique et pour l'ingéniosité dont il a fait preuve. Pas un mot sur la cloche. Dans les documents, cela restera comme de l'ingéniosité. L'histoire n'aime pas les bizarreries. L'histoire aime les formulations compréhensibles. Liaison par cloche, ça sonne comme du délire. Liaison ininterrompue, ça sonne comme un rapport. La bureaucratie absorbe l'exploit, le digère et recrache un dossier propre avec le tampon « secret ». Krasnov repart 1 heure plus tard. La Willis d'état-major se dissout dans la brume neigeuse. Voronenkov reste dans le bunker. Il regarde Demidov, assis dans un coin, les mains pressées contre sa tête bandée. Le radio fixe un point unique. Dans son monde, c'est désormais un silence absolu, cotonneux. Mais le bataillon est vivant. 12 diesels chauffent dehors. Les mécaniciens vérifient les chenilles. La vie continue. C'était la victoire non pas de l'esprit, mais du calcul. La victoire d'un technicien qui a vu une solution là où les autres voyaient des débris. Et le colonel Krasnov, malgré toute sa sécheresse d'état-major, a reconnu ce fait. Il a reconnu que parfois, pour gagner une guerre du XXe siècle, il faut rejeter les instructions et revenir aux bases de la physique. Dans le journal des marches et opérations, apparaît une entrée pour le 25 janvier. Perte, néant. La liaison a été assurée par des moyens alternatifs. Une ligne sèche. Derrière elle, du sang coulant des oreilles, du métal glacé et un rythme qui a sauvé 50 vies. Le document est signé, le tampon est apposé. Affaire classée. L'improvisation du sergent Demidov n'est pas morte dans les ruines du village de Korovkina. Dans la machine militaire, toute anomalie réussie subit une vivisection. On la démonte en composants, on la prive de nom et d'émotion, la transformant en un algorithme d'action sec. Le rapport du colonel Krasnov sur l'assurance non standard de la liaison a atterri sur un bureau de la section opérationnelle de l'état-major général. Il n'y avait pas de poète là-bas. Il y avait des mathématiciens en uniforme qui résolvaient un problème d'optimisation des pertes. Ils ont vu dans le cas de la cloche, non pas de l'héroïsme, mais une technologie. La guerre radioélectronique de la Wehrmacht en 1943 avait atteint un pic d'efficacité. Le problème des attaques de chars aveugles était devenu systémique. L'armée rouge perdait le contrôle dès les premières minutes du combat. Les terres se transformaient en cimetières de signaux. Il fallait un canal de doublage. Fiable, bon marché, insensible aux générateurs d'interférences. Ainsi naquit le projet qui, dans les directives secrètes, passait sous le nom de « canal de liaison acoustique de réserve à courte portée ». La méthode de Demidov fut purifiée du hasard et standardisée. Les ingénieurs de l'arrière menèrent une série de tests sur les polygones. Ils ne cherchaient pas des cloches d'église. C'est une ressource peu fiable et rare. Ils cherchaient un ersatz, un substitut. Des dizaines de matériaux furent testés. Rails de chemin de fer suspendus à des câbles d'acier, bouteilles d'oxygène vides au fond coupé, douilles d'obusier lourds de calibre 152 mm. La physique confirma les observations de terrain. Le signal combiné fonctionnait le mieux. Le choc du métal contre le métal donnait un front d'onde net, bien détecté par l'oreille humaine sur fond de bourdonnement basse fréquence des moteurs. En avril 1943,
Une directive partit vers les troupes. Il n'y avait pas le nom de Demidov. Il y avait des dessins et des schémas. Chaque bataillon de chars devait avoir dans son effectif un groupe de signalisation. Dans les compagnies de réparation, commença la production massive d'émetteurs acoustiques. Le système évolua. Le code primitif « Stop, marche », élaboré par un radio commotionné en 1 heure dans le froid, fut reconnu comme basique, mais insuffisant. Les théoriciens de l'état-major complexifièrent la syntaxe. Un système à 2 tons fut introduit. Les tankistes eurent la possibilité de distinguer la hauteur du son. Ton haut, coup sur un rail suspendu ou un tronçon de tuyau de petit diamètre. Fréquence, environ 2000 Hz. Ce son, sec et perçant, signifiait le travail avec l'infanterie et l'armement de mitrailleuses. Ton bas, coup sur une barre massive, un disque de roue de locomotive ou une cloche prise à l'ennemi, là où il y en avait. Fréquence, 2 à 300 Hz. Ce son, provoquant une vibration dans la poitrine, commandait le mouvement des blindés lourds. Le combat se transformait en partition acoustique. 2 aigus, « Infanterie, à terre !» Un grave, « Char, en coin !» Roulement sur le rail, « Air !» Alerte aérienne. Ce n'était plus une improvisation du désespoir. C'était une méthodologie approuvée. Des milliers de chefs de peloton, qui comptaient auparavant seulement sur des radios crachotantes, transportaient désormais sur le blindage d'étranges constructions de fer. Au-dessus du champ de bataille, couvrant le fracas de l'artillerie, s'élevait un tintement métallique. Pour le non-initié, cela sonnait comme la cacophonie d'une forge. Pour un équipage formé, c'était un flux de données. La mise à l'échelle de la technologie révéla une statistique intéressante. La section analytique compara les pertes dans les unités utilisant uniquement la liaison radio et dans les unités ayant introduit le système de doublage acoustique. Les chiffres parlaient plus fort que n'importe quel slogan. Dans des conditions d'utilisation par l'ennemi de moyens de guerre électroniques, les bataillons sonnants gardaient leur manœuvrabilité 30% plus longtemps. Le temps de réaction au changement de situation diminuait de 5 minutes à 40 secondes. 40 secondes dans un combat de chars, c'est la différence entre la vie et la mort. Pendant ce temps, un pointeur allemand a le temps de tirer 3 fois. Si le char a le temps de réagir au signal sonore et de changer de position, il survit. Vers la fin de 1944, la statistique avait accumulé les données de tous les fronts. 8214 hommes. C'est le chiffre estimé des vies sauvées. Ce sont des équipages qui ont entendu le signal « repli » quand la radio était muette. Ce sont des parachutistes qui ont sauté du blindage 1 seconde avant l'impact d'un Panzerfaust parce qu'ils avaient entendu le roulement d'alarme sur le rail. 8000 hommes. Une division entière à effectif complet. Ils sont restés en vie, non pas grâce à de nouveaux radars ou à un blindage épais. Ils sont restés en vie grâce à la physique des ondes sonores dans un milieu élastique. La méthode entra dans les manuels des sous-officiers. Dans la section « Action en cas de perte de liaison radio », apparut le paragraphe « Organisation de la signalisation sonore par des moyens de fortune ». On y décrivait comment choisir l'emplacement pour l'émetteur, hauteur, prise en compte du vent, comment calculer la portée d'audibilité en fonction des conditions météorologiques, brouillard, pluie, gel. Il était indiqué qu'avec une forte humidité, le son se propage mieux, tandis que la neige poudreuse étouffe l'onde. C'était la science de la survie, traduite dans la langue des instructions. Il est intéressant de noter que les Allemands remarquèrent aussi cette évolution. Dans les documents capturés de l'Abwehr, commencèrent à apparaître des rapports sur une méthode barbare mais efficace de gestion du combat chez les Russes. Les ingénieurs allemands essayèrent de créer leurs analogues, de puissantes sirènes pneumatiques
installés sur les chars de commandement Tigre. Mais la mécanique complexe des sirènes s'encrassait debout, les compresseurs tombaient en panne dans le froid. Le système russe, composé d'un morceau de fer et d'un marteau, ne pouvait pas tomber en panne. Il n'avait pas de pièces mobiles. Il ne nécessitait pas de carburant. Il n'avait besoin que de la force musculaire d'un seul homme. Ivan Demidov, l'auteur du prototype, ne servait déjà plus en première ligne à cette époque. Sa guerre s'était terminée à l'hôpital, où les médecins avaient constaté une perte irréversible de l'ouïe à 90%. Mais son invention faisait la guerre pour lui. Dans chaque coup de barre à mine sur un rail près de Koursk, près de Kiev, près de Berlin, il y avait l'écho de ce premier coup dans le village de Korovkina. La technologie était devenue impersonnelle. Aucun des tankistes de l'année 44 ne connaissait le nom du radio qui avait imaginé de frapper sur une cloche. Pour eux, c'était simplement une partie de la routine. Plus de liaison, prends la masse. C'est la forme suprême de reconnaissance d'une solution d'ingénierie. Quand elle devient si évidente et nécessaire que les gens cessent de remarquer son unicité, la percevant comme un dû. Le système cloche a prouvé un principe fondamental de la guerre. Dans une situation critique, ce n'est pas celui qui a l'appareil le plus complexe qui gagne, mais celui dont le système de communication est le plus résistant au chaos. Le signal analogique, transporté par les molécules d'air, s'est avéré plus fiable que le code numérique porté par les électrons dans une lampe à vide. 8000 vies, c'est le prix de la simplicité. Le prix qu'a payé la complexe machine allemande pour avoir oublié les bases de l'acoustique. Et le prix qu'a payé un radio de son ouïe pour que les autres puissent entendre l'ordre. Ivan Demidov a fini la guerre à Berlin. Mais il n'a pas entendu les salves victorieuses de milliers de canons. Pour lui, mai 45 fut aussi silencieux que janvier 43. Le traumatisme acoustique reçu sur le clocher du village de Korovkina s'est avéré irréversible. L'ouïe n'est pas revenu. Les médecins écartaient les bras. Les terminaisons nerveuses avaient été détruites par une pression sonore dépassant le seuil de douleur. Il a payé la liaison par le silence. C'était au marché honnête. Après l'hôpital, on ne l'a pas mis au rebut. L'armée s'est apprécié les cerveaux capables de générer des solutions non standards dans des situations critiques. Le sergent qui avait imaginé comment briser le blocus radio allemand avec un morceau de bronze fut envoyé au cours d'officier, puis à l'académie. Sa carrière ne s'est pas développée sur la place d'armes, où il faut une voix de commandement forte, mais dans les bureaux calmes des sections analytiques de l'état-major général. Là, parmi les cartes et les schémas, le colonel Demidov s'occupait des questions de survivabilité des systèmes de commandement. À l'époque de la guerre froide, alors que le monde se préparait à un échange de frappes nucléaires, la liaison est redevenue le goulot d'étranglement. L'électronique devenait plus complexe. Les ordinateurs, les satellites, le cryptage numérique sont apparus. Mais Demidov, l'homme qui était passé par l'enfer acoustique, posait toujours aux ingénieurs la même question dérangeante. Que ferez-vous quand l'impulsion électromagnétique grillera vos microcircuits? Il était un sceptique dans un monde de technocrates. Il savait que tout système complexe tend vers l'entropie. Plus il y a de transistors dans le circuit, plus la probabilité de panne est élevée. Plus le réglage est fin, plus il est facile de le dérégler. Ses collègues dessinaient des graphiques de fiabilité avec un coefficient de 99,9%. Demidov dessinait un marteau et un rail. Ceci, écrivait-il dans les notes de service, a une fiabilité de 100%, tant que l'opérateur est vivant. On le considérait comme un conservateur, parfois comme un excentrique. Mais dans les manuels secrets sur la conduite des opérations dans des conditions d'utilisation d'armes nucléaires, dans la section « Canaux de liaison de réserve », jusqu'à la toute fin du XXe siècle, ont été conservés les points sur les signaux lumineux, l'alphabet par fanion et la signalisation sonore. C'était son héritage. Un vaccin de réalité pour une armée ivre de technologie.
Ivan Demidov est mort en 1980, paisiblement, dans son sommeil. Arrêt cardiaque. Il avait 60 ans. À ses funérailles, il n'y eut pas de grand discours. Des compagnons d'armes sont venus, quelques tankistes vieillis de ce fameux 8e bataillon. Ils se tenaient en silence. Ils savaient que le défunt n'aimait pas le bruit superflu. Pour eux, il restait ce gars en veste ouatée déchirée qui, par -30, était monté sur un clocher et avait forcé l'air à travailler à la place des ondes radio. L'histoire du signal Tocsin n'est pas seulement un épisode de la Grande Guerre patriotique. C'est une leçon fondamentale pour toute époque de haute technologie. Nous avons l'habitude de faire confiance aux machines. Nous leur déléguons la navigation, les calculs, la communication. Nous construisons des forteresses numériques, oubliant que chaque forteresse a un interrupteur qu'on peut couper. Les Allemands en 1943 ont commis une erreur fatale. Ils ont cru en la supériorité absolue de leur technique. Ils ont créé un système idéal de suppression de l'éther radio. Ils ont acculé les Russes dans une impasse technologique. Leur erreur fut de faire la guerre aux radios, alors qu'il fallait faire la guerre aux hommes. La doctrine allemande n'a pas pris en compte le facteur de l'intelligence humaine. La machine agit selon l'algorithme. Si la fréquence est bloquée, pas de liaison. L'homme pense en catégorie d'objectifs. Si la fréquence est bloquée, trouve un autre milieu. Demidov n'a pas essayé de battre les ingénieurs allemands sur leur terrain. Il n'a pas inventé une radio plus puissante. Il a simplement changé la physique du processus. Il est sorti du spectre électromagnétique pour aller dans l'acoustique. Il a effectué un déclassement, un retour en arrière technologique qui a paradoxalement conduit à une supériorité tactique. C'est en cela que réside le phénomène de la solution analogique. Dans des conditions de chaos, quand les protocoles numériques complexes s'effondrent, c'est le primitif qui survit. La cloche, c'est 500 kg de bronze. Il n'y a pas de microcircuit dedans. On ne peut pas la pirater par une attaque de hacker. On ne peut pas la priver de courant. On ne peut pas l'étouffer par un générateur de bruit blanc, car l'énergie du choc est trop grande. C'est un dispositif avec une capacité d'information nulle, mais avec une fiabilité infinie. Le 8e bataillon de chars est sorti de l'encerclement sans perte, non pas parce qu'il avait le meilleur blindage ou les meilleurs canons. Il est sorti parce qu'un homme a compris une chose simple. La liaison, ce ne sont pas des fils et des lampes. La liaison, c'est la transmission de sens. Peu importe comment tu transmets l'ordre en avant, par un canal chiffré de liaison satellite ou par 2 coups de fer contre du fer, l'essentiel, c'est que l'ordre soit entendu. Ce cas nous enseigne que dans l'équation de la guerre, la variable principale reste le cerveau humain. La technique n'est qu'un outil, une béquille qui amplifie nos capacités, mais qui nous rend aussi vulnérables. Si on enlève son navigateur à un soldat moderne, il peut se perdre. Si on lui enlève sa radio, il devient muet. Mais si le soldat a l'esprit clair et la compréhension de la physique du monde, il transformera en arme tout ce qui l'entoure. Il fera un télégraphe d'une cloche d'église. Il dessinera une carte sur la neige. Il trouvera une issue là où l'ordinateur affichera « erreur critique du système ». La victoire près du village de Kolovkina est le triomphe de l'intelligence sèche sur la force brute. C'est la preuve que le véritable ingénieur n'est pas celui qui connaît l'instruction par cœur, mais celui qui comprend les principes de fonctionnement de la matière. Demidov a vu dans le clocher non pas un symbole religieux, mais un résonateur. Dans le gel, non pas un obstacle, mais un milieu à haute densité. Dans le bruit du combat, un spectre de fréquence. Il a décomposé la réalité et l'a réassemblée pour ses besoins. Les systèmes complexes cassent, les piles s'usent, les fils rompent, les écrans s'éteignent. La physique du son est éternelle.
Les lois de propagation des ondes élastiques fonctionnaient en 43, fonctionnent maintenant et fonctionneront dans 1000 ans. Et celui qui sait penser en dehors des instructions gagnera toujours. Celui qui, au moment de la surdité et de la cécité totale, est capable d'entendre comment sonne l'air lui-même et de le forcer à parler. Le silence sur la tombe du colonel Demidov n'est pas un vide. C'est juste une pause avant le signal suivant. Un signal qui retentira quand tous les autres systèmes tomberont à nouveau en panne. Parce que la pensée humaine est le seul signal qu'il est impossible de brouiller.